Bonjour Estelle, bonjour Robin. Voilà, ça nous a paru intéressant d'avoir ces trois intervenants côte à côte à la fin, afin de relancer, d'aller encore un petit peu plus loin dans cette analyse des fake news. On va poursuivre 2 secondes avec vous, Nicolas, tiens, pour bien reposer le sujet, bien comprendre de quoi on parle. Le problème des fake news alimente de plus en plus une défiance, c'est qu'il y a un problème de confiance par rapport aux informations, donc par rapport aux médias même. On est vraiment dans cette dualité confiance-défiance, finalement. Alors, c'est un vieux débat de savoir est-ce que les gens, globalement, ont confiance dans les médias. J'étais tenté, quand j'ai vu le titre du débat, de dire je vais faire comme au bac, je vais reprendre la question. Qu'est-ce qu'un média de confiance? Déjà, qu'est-ce qu'un média? Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, mais parce qu'on n'aura pas le temps. Là. On n'aura pas le temps, mais les questions de est-ce que Facebook est un média ou pas, est-ce que les réseaux sociaux deviennent des médias ou pas. Donc, on va se contenter de parler des médias traditionnels, enfin ceux qu'on a l'habitude, télé, radio, presse écrite. Et la confiance. Alors, mesurer la confiance. Qu'est-ce que la confiance? Il y a le journal La Croix qui, tous les ans, publie en gros un baromètre de la confiance des Français dans leurs médias. Et globalement, même si c'est remonté très légèrement cette année, dans le dernier baromètre, globalement, on voit que la confiance dans les médias est quand même relativement faible. C'est corroboré aussi par une étude, cette fois-ci internationale, par Reuters Institute, qui compare en gros tous les pays de l'OCDE. Et la France est globalement en mauvaise position dans ce baromètre. La confiance dans les médias en France est de l'ordre de 35%. Le premier pays, c'est la Finlande, avec 52%. Et on est quand même assez loin dans ce classement. Oui, c'est pas brillant. Et alors, si on regarde un peu plus en détail, de savoir est-ce qu'on pense, là c'est en France, la crédibilité dans les médias, globalement, la crédibilité dans l'information qui est diffusée par les médias, on est, et c'est la radio qui est en tête, à 56%, 52% pour la presse, 48% pour la télé et 25% pour Internet. Donc là, globalement, les gens ont quand même conscience que sur Internet, il peut y avoir des choses un peu différentes, mais j'allais dire, on n'est qu'à 50%, légèrement au-dessus de 50%. Et le dernier point, et qui pour moi est vraiment le plus problématique, c'est la question donc de la défiance envers les médias et les journalistes, et qui disent que grosso modo 25% de la population seulement pense que les journalistes sont indépendants et agissent de manière indépendante dans leur traitement de l'information. Et les deux points, les deux qui sont systématiquement mis en avant, c'est l'indépendance vis-à-vis des pouvoirs politique, économique, et l'indépendance vis-à-vis de l'argent. Donc je pense qu'on va pouvoir y revenir, mais c'est vraiment les points sur lesquels je pense qu'il y a des choses à faire et à dire pour avancer. Alors, malgré tout, vous l'avez dit, on va vraiment rester focusé sur la problématique des fake news. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette explosion des fake news ces dernières années, Estelle? Expliquer, de toute façon... On voit, je pense que c'est un peu l'être humain. On parle pas mal de biais cognitifs. On a des sociologues, chercheurs qui sont pensés sur la question. On a plus tendance à croire parfois des choses fausses que des choses vraies, à remettre en question. On voit tous les sondages qui sortent sur les théories du complot. On croit plus son voisin de palier ou son voisin de Facebook qu'un journaliste, parfois. On questionne toujours, on met en doute. Mais en tout cas, voilà, quand on voit parfois dans les sondages, les statistiques sur certaines théories du complot, et on se dit, ben oui, il y a encore des gens qui pensent que la Terre est plate et un nombre plus important que ce qu'on croit. Bon, voilà, on peut imaginer que sur des infos du quotidien, on puisse avoir ce genre de choses. Donc... Alors, heureusement, je l'ai dit, les médias se sont saisis du problème, et depuis plusieurs années, beaucoup de médias ont lancé ce qu'on appelle des services de fact-checking, de vérification des faits. Robin, c'est votre travail à Check News pour Libération.fr. C'est quoi Check News? Alors Check News, en fait, c'est au début à Libé, il y avait Desintox, qui était un premier service de fact-checking inventé en France depuis 2008. Et puis après la campagne de 2017, donc Cédric Mathieu qui s'occupait du service, il avait souvent des critiques de lecteurs en fait qui lui disaient, qui disaient à tous les journalistes du service qu'ils avaient un biais, c'est-à-dire qu'ils choisissaient les sujets qu'ils préféraient traiter et qui fact-checkaient les déclarations de politiques en gros qu'ils aimaient pas, quoi. Et donc pour remédier à ce problème-là, on a décidé de se lancer dans Check News. Alors le principe il est simple, c'est-à-dire que les internautes posent
des questions et nous, on sélectionne donc des questions auxquelles on répond quotidiennement. Là, ça fait 1 an et demi à peu près. On a répondu à 2400 questions sur des sujets très variés. Hein. C'est quoi la question, par exemple ? C'est par exemple une image qu'on voit sur les réseaux sociaux qu'on nous demande de vérifier. On nous demande encore de vérifier des déclarations de politique, mais de moins en moins. On a énormément de questions aussi sur nous, en fait, sur la façon dont on travaille. Et en fait, Check News, c'est aussi un bon outil pour mesurer effectivement la défiance dont parlaient les chiffres tout à l'heure des lecteurs envers les journalistes. Ça veut dire que moi, je ne pense pas que concrètement, les journalistes, à 95%, sont des gens précarisés. Je pense que si les lecteurs savaient comment vraiment les journalistes travaillaient, dans quelles conditions ils travaillaient, je ne suis pas sûr du tout qu'ils les détesteraient autant qu'on veut bien le croire. C'est des gens qui, c'est pas pour prendre la défense de mon métier, mais c'est des gens qui généralement sont plutôt passionnés et qui sont extrêmement précaires. Mais par contre, je pense que les journalistes ont eu un tort énorme depuis des années, c'est de ne pas expliquer comment ils bossent en fait. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fantasme autour des journalistes. Je pense que les lecteurs imaginent que chaque jour, tous les journalistes de parisiens au moins se réunissent dans la même salle pour décider à peu près comment ils allaient faire l'actu, mais ça se passe pas du tout comme ça. Et en fait, nous, on essaye à notre petit niveau de remédier à ça, c'est-à-dire en expliquant concrètement comment à Libération on travaille, et même quand on a des questions qui critiquent Libération, on y répond. On a répondu à des dizaines de questions sur la façon dont on était payé, l'échelle des salaires, est-ce que c'est uniquement une rédaction blanche à Libération, est-ce qu'on est indépendant de notre actionnaire, en l'occurrence Patrick Drahi, est-ce que même sa nationalité influe, il est franco-israélien, sur la manière dont on couvre par exemple le conflit israélo-palestinien. Enfin vraiment, on a eu des questions aussi sur notre directeur de rédaction Laurent Geoffrin, auquel on a répondu. Comment vous faites vous attaquez le sujet carrément? C'est moi qui, avec un autre... Moi j'étais arrêté sur Image avant, donc j'ai un peu l'habitude de travailler sur ces questions-là. Et donc on va voir en fait dans notre propre rédaction, on va questionner les journalistes pour leur demander comment ils ont travaillé sur ce sujet, qu'est-ce qui leur permet d'écrire ces informations. Moi, ça m'est arrivé d'aller voir Laurent Geoffrin, effectivement, pour lui demander si, par exemple, comme France Inter l'avait dit, s'il avait écrit oui ou non la préface du livre de François Hollande, s'il avait été rémunéré pour ça. Donc voilà, on va... Et ça, je pense que c'est une bonne manière, en fait. Je pense qu'il y a la transparence, c'est une des bonnes façons de remédier à cette défiance. C'est-à-dire juste expliquer comment on travaille, dans quelles conditions, pourquoi on s'est mis sur ce sujet plutôt qu'un autre. Alors nous, on a de la chance à Check News, parce que pour le coup, on a vraiment mis les manettes éditoriales dans les mains des lecteurs. C'est-à-dire que concrètement, c'est eux qui décident quel sujet on va traiter. Oui, si on n'a pas de questions, on n'a pas d'article. Hein. Donc au moins, ça c'est réglé. Et on est au moins sûr que ça intéresse au moins une personne quand on publie une réponse. Alors, déjà vous avez dit peut-être que les journalistes devraient mieux expliquer comment ils travaillent. Estelle, c'est ton avis? Oui, c'est aussi un point de vue que je partage, et d'autant plus depuis qu'on a créé l'agence à France Info il y a bientôt 3 ans. J'interviens régulièrement j'expliquerai après, mais j'interviens et je rencontre pas mal de gens et j'ai beaucoup de questions sur comment on fait l'info, c'est quoi les sources, comment on les vérifie, qui vous donne l'idée d'aller chercher certaines infos, de faire certains articles, certains papiers radio, tout ça, c'est une question qui revient beaucoup et je partage tout à fait ce point de vue sur... On a manqué, je pense, d'explications, mais c'était pas évident non plus d'y penser, je pense, de nos pratiques, de nos métiers, et ça peut créer la défiance. Moi, j'ai travaillé, aujourd'hui, je travaille à France Info depuis 6 ans, donc dans une entreprise publique, on va dire, à capitaux publics, et j'ai travaillé pendant 14 ans à Europe 1. Donc, dans une entreprise privée avec un actionnaire, pareil, capitaine d'industrie, on va dire, père puis fils. Et à aucun moment, dans toutes les fonctions que j'ai eues, je n'ai eu d'injonction où on m'a demandé de traiter certains sujets ou de ne pas les traiter. Ouais, alors qu'il y a beaucoup de suspicions par rapport à ça. Alors qu'il y a beaucoup de suspicions. Alors à la fois dans le privé, avec justement ces grands patrons qui ont des intérêts économiques, où on peut se dire, bah oui, Lagardère, et du coup, il ne faut pas parler de ça ou de ça. Ou à la fois dans le public, où on se dit, bah voilà, on l'entend, le président de la République ou le gouvernement donne ses ordres aux journalistes de Radio France ou de France Info. Enfin, on voit ce qui se passe aujourd'hui autour de la cellule investigation de Radio France et de certains partis politiques. Donc, ça entretient effectivement cette image de les journalistes
journalistes pourraient ne vouloir traiter que certains sujets, etc. C'est faux, et je pense qu'aujourd'hui, on a un intérêt à ouvrir nos pratiques, à les expliquer. Je trouve que c'est très bien ce que fait Check News. On a, nous, un rendez-vous, on a un médiateur, une médiatrice maintenant à Radio France qui, justement, répond à toutes les questions. On a un site internet, et à France Info, elle vient toutes les semaines traiter un sujet, et la semaine dernière, c'était sur la ligne éditoriale de France Info, et comment on choisit des sujets. Donc, je pense que ce soit dans les écoles, moi j'y suis un peu allée, dans les lycées et un peu partout, on a un intérêt à expliquer comment on travaille. Et je rejoins aussi les populations de journalistes. On peut les présenter comme des nantis, c'est pas tout à fait le cas. Si on regarde les salaires, etc., et des journalistes en France, on n'est pas du tout dans les professions, on va dire, qui gagnent beaucoup d'argent. C'est pas le cas. C'est un métier où on travaille beaucoup et on n'a pas forcément, voilà, des gratifications. Il y a quelques têtes d'affiche. Il y a des têtes, oui, mais on s'arrête. Voilà. Moi, c'est pour ça que, par exemple, le papier du Parisien sur Ils font l'opinion, qui est sorti là ce week-end, je trouve que ça, voilà, on fait l'amalgame là. C'est-à-dire que oui, il y avait encore Barbier, ces gens-là, où on pense que c'est eux, voilà, parce qu'ils interviennent dans plein d'émissions, sur plein de plateaux, etc. C'est pas ça le journalisme. C'est pas eux, le journaliste, c'est beaucoup d'autres gens dans des journaux locaux, presse régionale, et dans tous nos médias qui eux sont sur le terrain et vont à la rencontre des gens, plutôt que des gens sur des plateaux. Estelle, il faut qu'on revienne, faut qu'on parle des... Alors, comment ça, effectivement, plus de transparence, plus de pédagogie, etc., moins d'éditocratie peut-être également. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour empêcher que des fausses nouvelles, des nouvelles erronées, des nouvelles biaisées arrivent, en ce qui nous concerne à l'antenne, pour d'autres sur le site, etc. Donc ce que nous, on a fait, je vais faire très très rapidement, il y a 4 ans à France Info, on a commencé à travailler sur la centralisation de l'information, ce qu'on peut dire sur une info, et notamment parce que quand on a une chaîne d'infos en continu, qu'on a un site internet, qu'on a des réseaux sociaux, on avait des infos un peu contradictoires sur nos antennes parce que, voilà, il y avait les dépêches d'agence, il y avait les gens sur le terrain, enfin c'était vraiment éparpillé. On a essayé de centraliser pour avoir un endroit unique qui est l'agence de France Info où arrivent toutes ces infos pour qu'on se dise voilà, sur un sujet donné, voilà ce que France Info veut dire, et de manière harmonisée. On avait ça. Après, parfois, c'est des petites choses, c'est le nombre de victimes dans un attentat. Ça peut être là, les barrages sur la 10, près de Bordeaux, etc., pour qu'au moins, sur nos antennes, quelqu'un qui écoute ou qui regarde sur notre site internet se dise mais pourquoi là, ils disent ça, là, ils disent autre chose. Donc, on avait, parce qu'on était dans l'oralité, donc c'était compliqué. On a centralisé ça. Et puis, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, la fameuse affaire Martin Bouygues de l'AFP, où beaucoup de médias, dont nous, au bout du compte, ont donné la mort de ce patron qui n'était pas vrai. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait eu raison de commencer ce travail. Et à France Info, nous avons établi une charte très stricte qui reprend des principes qui sont normalement ceux du journalisme, qui qualifie notre rapport aux autres médias et aux sources d'information. Aujourd'hui, à France Info, nous ne donnons plus jamais une information qui n'est pas correctement sourcée quand elle vient de la concurrence. C'est-à-dire, nous ne donnons jamais source proche de l'enquête, proche du dossier. Vous pouvez voir ça. Il faut que la personne qui parle ailleurs soit clairement identifiée et qu'elle soit pertinente sur le sujet, sinon nous revérifions toutes les informations à France Info, au sein de France Info. Alors, on ne propage aucune information donnée par quelqu'un d'autre que nous n'avons pas revérifiée. On perd 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures. C'est un choix qu'on a fait. Et justement, on parlait, c'était l'histoire du copier-coller aussi. On est aussi à la fois sur des informations, fake news, et aussi reproduction de l'information. Donc voilà pourquoi on a fait ça. Et voilà ce qu'on fait depuis 3 ans avec un document. Et le fait que France Info soit devenu un média global avec un partenariat avec France Télévisions, une télé, une radio, un site internet, des réseaux sociaux, on avait d'autant plus besoin de cette harmonisation de l'information entre nous pour être cohérents. Tout ça, je trouve, amène à une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que du coup, il y aurait des bons et des mauvais médias? Est-ce qu'il faudrait envisager de certifier des médias ou de certifier des informations? Facebook avait envisagé de le faire à un moment, Nicolas? Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a des bons et des mauvais médias. On peut dire en tout cas qu'effectivement il y a des bonnes pratiques journalistiques qui sont enseignées dans les écoles de journalisme, et tout ce qu'on entend, ça paraît tellement le b.a.-ba de dire qu'effectivement il faut vérifier, mais sauf que
on a d'un côté l'information, et moi j'ai coutume de dire que l'information, enfin la production d'information, c'est pas un modèle économique comme les autres. On n'est pas en train de produire des yaourts ou de produire des voitures. C'est-à-dire que l'information, d'un point de vue démocratique, c'est quand même un bien particulier. Et les médias, alors c'est un peu particulier dans l'audiovisuel public, mais globalement les médias, c'est une entreprise, et il y a un modèle économique, et il faut quand même que l'entreprise puisse fonctionner, puisse gagner de l'argent. Et donc on est toujours à la limite entre... il faut faire de l'audience parce qu'il faut gagner des abonnés et il faut faire de l'audience pour la pub. Et typiquement, c'est quelque chose qui est assez problématique parce que tout ce qu'on entend, alors le clickbait, c'est-à-dire le sensationnalisme, l'infotainment, mettre en avant clickbait, c'est les articles très racoleurs, articles avec des titres racoleurs pour vous inciter à cliquer ou à partager. Et donc, du coup, on est toujours un peu à la limite dans la pratique journalistique oui, mais là, il faut quand même faire de l'audience parce qu'il faut que le média vive et que, du coup, pour faire de l'audience, on se rend quand même compte que certains types d'informations ou la manière de titrer ou les angles qu'on choisit ou les sujets qu'on va aborder sont quand même plus facilement consommés par nos lecteurs. Et donc, il y a toujours cette ambivalence. Ce n'est pas forcément du mauvais journalisme, mais l'aspect économique est souvent assez prégnant sur la manière et sur le choix des informations qui sont traitées. Et c'est effectivement là-dessus qu'il y a à faire. Et donc, derrière s'ouvrent les questions des aides à la presse, les questions des modèles économiques, parce qu'on ne peut pas laisser faire de la production et de la propagation d'informations de la même manière qu'on fait des yaourts et des voitures, parce que l'information, c'est un bien qui, d'un point de vue démocratique, a quand même un rôle très particulier à jouer. Oui, bien sûr. Robin, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ? Nous, concrètement, par exemple, on a un partenariat avec Facebook, ça on l'a évoqué à plusieurs reprises sur le site de Check News, où on vérifie effectivement des posts qui sont partagés des dizaines de milliers de fois parfois, et on essaye de vérifier la provenance de telle ou de telle photo, de telle vidéo. Après, c'est très difficile d'empêcher de croire les gens. Quand ils ont envie de croire quelque chose, en général, malheureusement, c'est très difficile. Il paraît même que le debunking, c'est-à-dire le fait de rétablir la vérité, ça touche les gens qui avaient des doutes, mais pas du tout ceux qui ont partagé l'info sans se poser de questions. Après, pour le coup, on essaye de titrer très clairement. C'est-à-dire que dès le titre, il faut dire que c'est faux. Pour justement éviter que les gens qui ne lisent que les titres et ne lisent pas l'article puissent avoir un doute, par exemple, sur cette info. Nous, c'est vrai que de ce côté-là, on fait hyper gaffe parce qu'on ne voudrait pas, justement, en débunkant une info, propager une fausse info, ce serait un peu dommage quand même. C'est un peu contre-productif. C'est l'arroseur arrosé dans ce cas-là. Ouais. Est-ce que, je vais me faire l'avocat du diable 30 secondes, est-ce que finalement on ne fait pas toute une affaire d'une chose, toutes ces fausses infos qui circulent sur les réseaux sociaux, est-ce que finalement c'est vraiment pire que les informations bidons qu'on peut échanger au café, dans une soirée, dans une cour d'école, etc. Simplement, la conversation aujourd'hui, elle est en ligne, elle est plus seulement orale, elle est écrite. Et puis nous, journalistes, qui avons un peu cette espèce de religion de l'information vraie, évidemment, ça nous hérisse le poil, mais c'est peut-être pas la même chose. Oui, alors je pense qu'il y a quand même des choses qui sont différentes et notamment quand vous parlez du café du commerce ou même je dirais en famille. C'est-à-dire que l'information, ça a aussi beaucoup changé. À une époque, on regardait le journal télévisé en famille. On avait, moi je suis moins jeune aujourd'hui, mais on avait des journaux à la maison. Moi j'ai discuté avec mes parents, regardé le 20h. Du coup, quand j'avais 15 ans, que je voyais quelque chose, je demandais à mon père, à ma mère, mes grands-parents. Enfin, j'avais ces discussions aujourd'hui. On avait effectivement peut-être des points de discussion sur l'actualité un peu plus en famille avec des parents peut-être qui avaient un esprit critique, qui pouvaient expliquer certaines choses. Aujourd'hui, moi j'ai une fille qui est un peu grande, on ne regarde jamais les infos ensemble. Elle va regarder elle a un smartphone, un portable, elle regarde. Un jour, je lui ai demandé ce qu'elle regardait un peu, mais on n'a plus on se met pas toutes les deux pendant une demi-heure devant une information comme ça où on aurait pu voir. Je pense qu'il y a aussi ça, les réseaux sociaux, c'est individuel, on se retrouve dans des cercles, dans des communautés plus fermées où généralement on regarde sa timeline Facebook, on a que des gens qui pensent comme nous. Souvent, on a des amis, des gens qui pensent pareil, donc ça s'auto-alimente. Au café du commerce, il y a quand même peut-être des gens autour de vous qui pensent pas pareil.
Robin. Et puis pour le coup, un petit mot après, on passera aux questions. Ouais, Check News, c'est la preuve que ça n'intéresse pas que les journalistes. Parce que pour le coup, on nous pose des questions là-dessus. C'est-à-dire que sur une publication que les gens voient passer sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram, donc pour le coup, on s'auto-saisit pas, en fait. C'est-à-dire que là, c'est la preuve que le fact-checking n'intéresse pas seulement les journalistes, mais vraiment les gens, en fait, qui, sur certains sujets, veulent savoir si c'est vrai ou pas, quoi. Merci beaucoup. Merci à tous les trois.